Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je trouve que cet endroit est toujours aussi impressionnant quand on y vient. Donc je voudrais parler de l'expérience du revenu de solidarité active dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Je vais, durant la présentation, m'abstraire un tout petit peu de l'espèce de remue-ménage qui a eu lieu dernièrement sur le RSA. J'en dirai quelques mots à la toute fin. Ce que je voudrais faire, c'est vraiment présenter le RSA dans une perspective un peu plus générale qui va reprendre certains des points qui ont été présentés par Stéphane Gauthier sur le RMI, parce qu'il faut bien voir qu'il y a derrière tout ça une histoire, une continuité historique, et que les mécanismes, les dispositifs de secours aux bas revenus évoluent en se réformant les uns sur les autres. Donc je crois qu'on peut difficilement s'abstraire de cette histoire. Voilà l'histoire à peu près. 1988, création du revenu minimum d'insertion. Alors il faudrait dire qu'auparavant, il existait déjà des allocations correspondant à l'arrivée aux fins de droit de chômage. Donc les gens qui étaient absolument sans emploi et sans ressources n'étaient pas non plus complètement démunis. Mais on a donc créé quelque chose d'un peu plus substantiel et de systématique, donc en 88, le revenu minimum d'insertion. On a eu toutes ces discussions sur les incitations à la reprise d'emploi, les mécanismes d'intéressement dont on vient de parler. En 2001, un mécanisme supplémentaire d'incitation à la reprise d'emploi est apparu, qu'on a appelé la prime pour l'emploi, et qui est une sorte de crédit d'impôt donné aux gens qui ont un revenu d'activité supérieur à un certain niveau. Et ceci a été créé justement pour contrecarrer les effets jugés négatifs sur l'emploi du RMI. En 2005, il y a cette commission Famille, Vulnérabilité et Pauvreté qui était dirigée par Martin Hirsch, qui propose cette idée de revenu de solidarité active comme un dispositif qui se substituerait à un certain nombre de minima sociaux, et en particulier le RMI, et inclurait en même temps des transferts de revenus vis-à-vis des travailleurs pauvres, c'est-à-dire vis-à-vis de personnes qui sont en activité, mais dont le revenu, ou en tout cas le revenu par unité de consommation à l'intérieur du ménage, est en dessous d'un certain seuil. Et l'un des objectifs de ce revenu de solidarité active, de ce RSA, était justement d'éliminer les effets de seuil dont on vient de parler et qui étaient très présents dans le RMI. En 2007, on a le départ de cette réforme, qui est en fait une expérimentation, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est à signaler. C'était, je pense, l'une des premières fois en France où on expérimentait une mesure avant de la mettre en œuvre. Cette expérimentation, elle a concerné à l'intérieur du RSA une partie du RSA, et ça c'est très très important pour comprendre l'ensemble de la logique de bien faire la distinction, concernait la partie du RSA qu'on a appelée le RSA socle, qui concernait uniquement les gens qui sont sans revenu d'activité, et qui correspondait essentiellement à une extension du RMI. Et c'est cette partie-là qui a été expérimentée durant l'année 2007 et le début de l'année 2008. Et puis en 2008, la loi instaurant le RSA généralisé, qui comprend, et on y reviendra un peu systématiquement par la suite, ce RSA socle, donc continuation du RMI, plus le RSA activité, c'est-à-dire un transfert de revenus vis-à-vis des gens qui ont déjà un revenu d'activité, mais qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté. Et le 1er juillet 2009, la loi générale du RSA est entrée en vigueur, et elle est en vigueur depuis, est en cours d'évaluation. Les principes de base sont évidents. Protection contre la pauvreté par des transferts monétaires, tout en préservant, en essayant de préserver, je devrais dire, les incitations à l'emploi. Le principe général du RSA, c'est le principe de l'impôt négatif, c'est-à-dire
qu'il y a un impôt dans le système qui peut devenir négatif pour les gens qui ont un revenu en dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'au lieu de payer le fisc, ces gens reçoivent de l'argent du fisc, et qui est positif pour les gens qui sont au-dessus d'un certain seuil. Et le RSA, c'est en fait se rapprocher de cet impôt négatif qui a été prôné dans la littérature économique depuis très longtemps. En particulier, le principal avocat de ce dispositif était Milton Friedman. Il faut aussi insister sur le fait que dans la notion de RMI, il y avait l'idée de l'insertion, et cette idée de l'insertion sociale à travers l'emploi est resté quelque chose de très présent dans le revenu de solidarité active. Et en même temps qu'on mettait en place le côté transfert monétaire correspondant au RSA, on essayait aussi de mettre en place une amélioration de ce que l'on appelle l'accompagnement des personnes qui se trouvent dans le système du RSA, sans emploi ou avec des revenus d'activité extrêmement faibles, les accompagner dans le retour à l'emploi. C'était l'un des objectifs de la loi sur le RSA, d'améliorer ce système d'accompagnement. J'en dirai quelques mots. Alors cette présentation, je voudrais commencer par faire quelques rappels sur une analyse économique absolument élémentaire, pas aussi fouillée que celle que Stéphane Gauthier vient de nous montrer, de ce qu'on pourrait appeler l'assurance de revenus, ou l'assurance contre les bas revenus. Ensuite, montrer comment cette assurance contre les bas revenus a évolué de façon schématique en France du RMI jusqu'au RSA. Quelques mots sur l'expérimentation du RSA socle et finalement quelques mots sur le RSA généralisé et là où on en est aujourd'hui dans l'évaluation qui est en cours de l'ensemble de ce dispositif. Donc je commence par une analyse économique absolument élémentaire de cette assurance de revenus, d'assurance contre les bas revenus. Sur ce graphique, pour commencer, vous avez quelque chose de très très simple. Vous avez sur l'axe horizontal le revenu d'activité. Oublions les revenus qui ne seraient pas d'activité pour simplifier les choses. Donc revenus avant impôt et avant transfert. Et puis on a sur l'axe vertical le revenu disponible après impôt et transfert. S'il n'y avait strictement aucun système ni d'imposition, ni de revenu minimum garanti, voilà ce que serait la relation entre les deux, avec une pente qui est évidemment égale à 1. Qu'est-ce que le système d'assurance et d'imposition introduit ? Bien, il modifie la contrainte budgétaire sous cette forme-là. Il y a une première partie qui est horizontale et qui est le revenu garanti. Si vous êtes en dessous de 450 €, eh bien, on vous donne le complément à 450 €. C'est cette partie horizontale. Après, il y a une petite partie durant laquelle il n'y a ni transfert ni imposition. Et donc, on a exactement égalité entre le revenu disponible et le revenu avant impôt et transfert. Et puis, finalement, il y a l'impôt qui commence à jouer. Je simplifie énormément, évidemment, la totalité du système fiscal. Vous pourriez dire que dès que vous dépensez 1 €, et même si vous êtes RMiste, vous payez un impôt puisque vous payez une TVA, etc. Mais oublions ça, prenons uniquement l'imposition sur le revenu à partir d'un certain seuil, et vous savez qu'il n'est pas très très élevé, les gens commencent à payer un impôt sur le revenu. C'est le 1 moins taux d'imposition qu'on a là-haut. Par exemple, quelqu'un célibataire au SMIC paye un impôt sur le revenu, faible, mais paye un impôt tout de même. Donc voilà ce qu'est le mécanisme. Évidemment, ce qui nous intéresse principalement, c'est le bas de ce graphique, donc ce revenu garanti, cette partie horizontale qui est ici. Alors évidemment, c'est un mécanisme de redistribution très fort. On voit bien que les flèches verticales vers le haut en bas, c'est des gens qui gagnent au transfert. Et puis en haut, à travers l'imposition sur le revenu, on a les gens qui perdent au transfert. Donc derrière tout ça, il y a évidemment une motivation de redistribution très très forte. Alors le problème de ce mécanisme, de ce dispositif, c'est qu'il risque de créer une désincitation forte au travail. Et voilà un écart tout à fait évident. Si vous prenez quelqu'un qui travaille très peu d'heures, mettons au SMIC, et travaille une quinzaine d'heures, ne va pas toucher
va toucher moins que le revenu minimum garanti, les 450 €. Eh bien, si on offre à cette personne-là la possibilité d'avoir 450 € sans travailler ni une heure, ben, il est tout à fait possible, si l'utilité, si le travail a une certaine désutilité pour cette personne-là, que cette personne immédiatement se mette au point zéro, heure de travail avec un revenu garanti à 450 €. Dans ce cas-là, on voit bien que si encore il y a une désutilité au travail, ce qui n'est pas tellement non plus évident, il y a beaucoup de gens qui préféreraient finalement travailler 15 heures et être insérés socialement à cause des relations qu'elles peuvent avoir avec d'autres personnes au sein du travail. Si on oublie ce phénomène-là, on a ce risque de trappe à pauvreté, dans la mesure où les gens vont ne pas travailler et aller vers le revenu garanti de 450 €. Alors, c'est relativement évident dans ce cas-là, mais il y a d'autres cas. Prenons le cas qui est ici, prenons la flèche qui est tout en haut, la flèche bleue qui est tout en haut. On peut imaginer quelqu'un qui est au SMIC à 35 heures et qui se dirait, finalement, la différence entre, pour moi, le travailler 35 heures, qu'est-ce que ça me ramène comme revenu ? Ça me ramène la différence entre le SMIC que je touche et 450 €. À 1 000 € du SMIC, ça signifie que mes 35 heures sont payées 550 €. Et on peut estimer, certains peuvent estimer que on est au-dessus du salaire de réserve dont parlait Stéphane Gauthier tout à l'heure, et dans ces conditions-là, mieux vaut ne pas travailler. Et vont passer de 35 heures, quand va apparaître le revenu garanti, vont passer de 35 heures à 0 heure. C'est encore plus vrai, évidemment, si vous avez des gens qui sont dans une partie intermédiaire, qui travaillent 20 heures, et pour lesquels, effectivement, travailler 20 heures, si c'est la moitié du SMIC, ça ramène exactement 50 €. 50 € pour 20 heures, c'est quand même vraiment pas beaucoup payé. Et on voit bien que même les gens qui sont au-dessus de 450 € de revenu d'activité vont être attirés par le point zéro. Hein. Et c'est ça, la trappe à pauvreté, qui vient avec ces mécanismes, ces dispositifs de revenu minimum garanti. Alors, on voudrait essayer d'estimer cette désincitation. Est-ce que c'est quelque chose d'important ? D'un côté, on fait des transferts de revenus, mais si ces transferts de revenus qui sont destinés à diminuer la pauvreté, en même temps s'accompagnent d'une diminution de l'activité des gens, alors effectivement, il y a un côté très inefficace dans ces dispositifs. On voudrait bien essayer de les cerner. Alors, un tout petit peu de théorie ici, où on retrouve un peu les mêmes notations, les mêmes concepts dont a parlé Stéphane Gauthier auparavant. Simplement, si on cherchait, sans regarder, sans faire d'évaluation, et ça c'est important, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas toujours le cas qu'on puisse faire de l'évaluation, et même quand on peut la faire, de l'expérimentation, même quand on peut la faire, il n'est pas évident qu'on va répondre aux bonnes questions. Si on essaye de faire de l'analyse ex ante, a priori, pour savoir ce que va impliquer un dispositif du type RMI, du type de revenu minimum garanti. Eh bien, si j'appelle WI la productivité d'un individu, disons son salaire, si j'appelle WI étoile son salaire de réserve, qui va dépendre d'un certain nombre de caractéristiques de l'individu, son niveau d'éducation, où il vit, la famille avec laquelle il vit, les contacts qu'il peut avoir, et puis son revenu non salarial, qui effectivement, s'il est relativement élevé, peut lui permettre de vivre sans travailler beaucoup. Eh bien, très simplement, on va dire que les individus qui travaillent sont ceux pour lesquels le salaire est supérieur au salaire de réserve WI étoile, et ceux qui ne travaillent pas, ce sont ceux pour lesquels le salaire est inférieur à WI étoile. Donc la participation à la force de travail, ça va être simplement les gens dont le salaire est supérieur à cette fonction de leurs caractéristiques et du revenu non salarial. Donc, sur la base des comportements observés de participation, il suffit qu'on regarde dans l'ensemble de la population, finalement, ce comportement. Si on observe les salaires des gens, si on observe leurs caractéristiques ZI, si on observe le revenu non salarial, on peut complètement estimer, sur la base de données statistiques en un point donné du temps, en coupe transversale, on peut tout à fait estimer cette fonction de participation. Et on peut, à ce moment-là, simuler l'impact du RMI.
C'est quoi l'impact du RMI? C'est simplement dire aux gens qui ont 0 de revenu non salarial, s'ils ne travaillent pas, de dire on va vous donner comme revenu non salarial, on va vous donner exactement le RMI. Donc c'est très facile, si on est capable d'estimer une fonction de participation qui a un sens, qui est statistiquement relativement précise, c'est pas très compliqué d'estimer a priori l'impact du RMI. Et ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'économistes ont travaillé. Et c'est un instrument qui continue à être utilisé de façon systématique. Dès qu'on essaye de faire une réforme de ces dispositifs, on utilise ce genre de modèle pour essayer de voir de combien la participation va se modifier à cause de la réforme. C'est vrai en France. C'est encore plus vrai, j'allais dire, au Royaume-Uni, où il y a des instruments qui ont été mis au point pour ce genre d'analyse. Alors les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ça, c'est vraiment, je crois, le cœur du problème, le cœur du débat sur ces dispositifs d'aide aux bas revenus. C'est que le problème du non-emploi, ça n'est pas uniquement un problème d'offre de travail, c'est-à-dire ça ne relève pas uniquement des individus. Ça peut relever aussi du contexte dans lequel ils opèrent et ça peut relever de l'état du marché du travail. Et c'est ça que j'essaye de résumer dans ce transparent. On a les mêmes notations qu'auparavant, mais on rajoute une notation qui est « il existe un salaire minimum ». Et si on utilise uniquement ça, on se rend compte que le non-emploi peut correspondre à deux situations radicalement différentes. On a le cas du non-emploi WI inférieur à WI étoile, qui est dû au fait que l'individu ne veut pas travailler parce que sa productivité, le salaire qu'il peut obtenir, est inférieur à ce qu'il estime nécessaire pour le compenser de la désutilité du travail. Et on sait que ça, on l'a vu, ça augmente lorsque le RMI, ou le revenu minimum garanti augmente. Mais on a aussi des gens qui ne travaillent pas parce que leur productivité est inférieure au salaire minimum qui est imposé aux employeurs. D'une certaine façon, on pourrait dire que ces gens-là sont inemployables. Et considérer que dans la population des non-employés, dans la population de ceux qui recevaient le RMI, qui reçoivent aujourd'hui le RSA socle, il y a des gens qui sont inemployables, qui d'une certaine façon ont des productivités faibles parce qu'ils ont été écartés du marché du travail pendant trop longtemps, parce que leur capital humain s'est complètement déprécié. Ça n'est pas quelque chose qui est choquant. On sait que ce sont des cas qui existent. Dans ce cas-là, l'inactivité est évidemment complètement involontaire. Et on peut changer le RMI, on peut changer les 450 € en 300 €, donner d'autres incitations. Ça ne va pas changer. Et puis il y a le troisième cas dans lequel on a la productivité qui est supérieure au salaire de réserve, qui est supérieure au salaire minimum, mais il y a un marché du travail qui est dans un état calamiteux et les gens n'arrivent pas à trouver un emploi parce qu'ils sont mal placés, ils ne sont pas dans le bon bassin, parce qu'il y a une récession et ce genre de phénomène. De nouveau, on a quelque chose qui est complètement indépendant du RMI. Et ce qui est absolument fondamental, c'est que quand on regarde la population qui bénéficie de ces dispositifs, on ne peut pas dire a priori, celui-là, c'est de façon volontaire et celui-là, c'est de façon involontaire. Ça n'est pas marqué sur le front des gens. Je touche le RMI ou je touche le RSA socle parce que j'ai un WI inférieur à WI 0 ou parce que j'ai un WI qui est inférieur à WI étoile. Absolument impossible. Donc si on veut assurer les gens contre la possibilité qu'ils ont une productivité trop basse ou que le marché de l'emploi est dans un état épouvantable, eh bien on est obligé de prendre le risque de créer de la désincitation pour ceux qui ont une productivité inférieure à leur salaire de réserve. Donc le RMI crée de la désincitation. Voilà, c'est quelque chose qui est formidablement important à prendre en compte dans tout ce débat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre ce phénomène de désincitation qui, vous le voyez, est complètement dû à cette partie horizontale de la contrainte budgétaire? Ce qui a été proposé, c'est de transformer cette partie horizontale, de lui donner de la pente, et de sortir de la situation dans laquelle
1 euro de plus de revenus d'activité représente 0 euro de plus de revenus disponibles, qui est le palier horizontal rouge. Avec la courbe bleue, tout euro supplémentaire de revenus d'activité correspond à un certain nombre de centimes supplémentaires en termes de revenus disponibles. Ce n'est pas nécessairement 1, vous voyez que la pente de la courbe bleue n'est pas égale à 1, mais la pente est positive, et c'est ça le point important, c'est de dire plus de revenus d'activité, plus de revenus disponibles, on rétablit de cette façon-là une incitation à l'emploi. Et le RSA, c'est finalement cette modification qui est là, c'est passer du palier horizontal rouge correspondant au RMI à cette courbe, cette droite qui a une certaine pente. D'ailleurs, la pente de la droite, on la connaît, elle était très exactement de 62%, qui est le mécanisme ou les barèmes qui ont été décidés pour le RMI. Alors, de nouveau, il y a évidemment de la redistribution qui a lieu à travers tout ça, quelque chose d'important, mais cet impôt négatif préserve l'incitation au travail. Vous voyez que ce qu'on avait, la flèche rouge, des incitations au travail avec un mécanisme du type RMI, donc revenu minimum garanti, palier horizontal, bien maintenant qu'il y a un intérêt à travailler, qu'on peut obtenir plus de revenus disponibles en travaillant plus, on peut avoir éventuellement une baisse de l'activité, mais pas la disparition complète de l'activité. En revanche, ce qu'on peut avoir aussi, c'est une baisse de l'activité pour les gens qui viennent du haut. Donc vous avez quelqu'un qui était au point que j'ai indiqué là, en haut à droite, par exemple à temps complet au SMIC, cette personne-là peut se dire, bien, finalement, si je diminue mon temps de travail, je vais arriver au point qui est à l'extrémité de la flèche verte, mais finalement, je ne vais pas perdre énormément, parce que je vais perdre un revenu d'activité, mais l'impôt négatif va me redonner une partie de ce que je suis en train de perdre. Donc, on gagne avec cette histoire du passage à l'impôt négatif. On élimine probablement beaucoup de gens qui vont terminer au point zéro, à la solution de coin zéro, mais éventuellement, on est en train de rajouter des gens qui vont passer de temps complet à temps partiel. Alors, c'est peut-être pas vrai pour des célibataires, mais c'est probablement quelque chose de plus pertinent quand on prend des foyers dans lesquels il y a deux membres, un membre qui travaille éventuellement à temps plein et touche le SMIC, mais c'est dans une famille relativement nombreuse. Le deuxième membre se demande s'il faut travailler à temps plein ou à temps partiel. Ce genre de choses, on peut l'avoir. Donc voilà la logique de l'ensemble du système. Le passage à l'impôt négatif doit augmenter l'incitation à l'emploi. De combien ? Très difficile à dire parce qu'on n'identifie pas le rôle de la demande de travail. Et puis, de toute façon, c'est toujours très difficile d'extrapoler sur les comportements de participation dans la zone des très bas revenus. On peut toujours se demander si y a le même comportement pour les très bas revenus que pour le reste de la population. D'où la tentation d'expérimenter, au lieu de se reposer sur des modèles statistiques représentant les comportements de la population en coupe transversale, de dire on va expérimenter, on va créer l'impôt négatif, on va créer ce genre de système, et dans certaines parties d'un pays, ou l'offrir à un certain nombre de ménages, et on va voir ce que ça donne. Les expériences d'expérimentation de l'impôt négatif aux États-Unis ont commencé avec la lutte contre la pauvreté dans les années 60. Et de ce point de vue-là, il est évident que les États-Unis ont joué un rôle tout à fait pionnier. Il y a une autre expérimentation très célèbre au Canada pour les mères célibataires qui a été menée dans les années 80 et qui est de nouveau une expérimentation qui est très citée dans toute cette littérature. Alors, je le signale parce que ça va faire partie de ce que je veux dire à propos du RSA. En France, il faut que j'aille vite parce que je n'aurai pas suffisamment de temps et je voudrais aller à l'essentiel. On a une période, on a entre le RMI qui a été décrit, le palier horizontal, le RSA qui correspond à l'impôt négatif, on a cette période intermédiaire ou cette étape intermédiaire qui est la prime pour l'emploi, qui est donc ce crédit d'impôt dégressif
versé au-dessus d'un certain revenu d'activité. Je vais vous montrer dans un instant ce à quoi il correspond. D'abord, ça c'est le RMI. On vient de parler de l'intéressement. Donc j'ai essayé de représenter sur ce graphique-là ce qui se passe pour un RMiste qui reprenait un emploi dans le mécanisme intermédiaire qu'a décrit Stéphane Gauthier. Donc en rouge, on a le RMI. En bleu, on a les revenus d'activité. Donc on a quelqu'un qui ici reprend un emploi qui est un emploi SMIC à temps à mi-temps. Et on voit que durant les 3 premiers mois, il y a cumul intégral entre le RMI et le revenu d'activité. Et ensuite, il y a une diminution parce qu'il y a une taxation de la moitié du revenu d'activité. Et au bout de 12 mois, en fait, ça aurait dû être 15 mois, et je crois qu'il y a une erreur sur ce graphique, eh bien, les choses s'arrêtent. Et donc, la personne se retrouve effectivement avec uniquement son revenu d'activité. Un SMIC à temps partiel, c'est 500, comparé au RMI... c'est 450, on voit effectivement le problème de désincitation qu'on a là. Pour diminuer la désincitation, on a créé la prime pour l'emploi, qui est indiquée ici. Alors, j'ai repris ça d'un article de Jean de l'INSEE. En dessous d'un certain nombre d'heures d'activité, ou en dessous d'un certain pourcentage d'une activité à plein temps, donc 25%, il ne se passe rien. Mais dès qu'une personne travaille plus que ce seuil de 25% du temps complet, à ce moment-là, cette personne a le droit à un crédit d'impôt, donc à un revenu, un transfert supplémentaire. Ce transfert augmente avec le nombre d'heures, plafonne à peu près à 80, un peu moins de 80 euros par mois, et puis au-delà du temps complet, au-delà de 100, ça diminue et ça s'annule quand on arrive à 40% au-dessus d'un emploi, d'un SMIC à temps complet. Alors, donc là, on a quelque chose qui, normalement, devrait inciter les gens à faire le saut, à quitter le 0, heures de travail, pour aller immédiatement à 17, 20, 32 heures de travail, selon leurs préférences, parce qu'on a rétabli une incitation. On a éliminé dans le palier horizontal, on a gardé une première partie. La première partie jusqu'à 25% d'activité, ça reste. Mais par contre, on a mis de la pente à partir de 25% jusqu'à 140%. Une pente ascendante d'abord, une pente descendante par la suite. On va voir dans un instant ce à quoi correspond cette prime pour l'emploi. Le RSA, j'ai dit, vient en 2 parties. Le RSA socle, c'est véritablement la généralisation du RMI initial avec intéressement. La différence qu'il y a entre ce schéma-là et le RMI plus intéressement que je montrais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt dans le cumul entre des revenus d'activité et des transferts. On peut, ad vitam aeternam, j'espère que ce n'est pas souvent le cas, ou que ça ne sera pas souvent le cas, on peut, ad vitam aeternam, cumuler un transfert avec du revenu d'activité. En plus, non seulement ce cumul est permanent alors qu'il ne l'était pas avec le RMI, mais il a lieu avec des taux qui sont un peu supérieurs. Dans le RMI, on prenait 50% du revenu d'activité des gens. Ici, on ne prend qu'un peu moins de 40%, on prend exactement 38% du revenu des gens. Donc, c'est légèrement plus favorable de ce point de vue-là. Mais probablement, la grande différence, c'est qu'il n'y a plus de limite temporelle à l'intéressement. Et vous voyez qu'on peut avoir des gens qui vont, pendant très longtemps, avoir en même temps des revenus d'activité et des revenus de transfert. Alors voilà ce que c'est que le RSA tout seul. Et on voit réapparaître ici la notion de RSA socle et du RSA activité qui, dans le jargon administratif, s'appelle le RSA chapeau. Alors vous avez les revenus d'activité, c'est toujours la même courbe qu'on a vue tout à l'heure. C'est en pourcentage du SMIC. Et puis, vous avez pour 0 de revenus d'activité, vous avez un revenu minimum garanti R0 qui correspond aux 450 euros, qui est exactement le RMI. Et vous avez maintenant un transfert qui à 0 est égal à 450, mais au fur et à mesure que le revenu d'activité augmente, le transfert diminue. Le transfert diminue à raison de quoi? À raison de 38%
du revenu d'activité. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, on a que le transfert disparaît complètement, parce que le revenu d'activité est trop important. Et dans ces conditions-là, on a bien la courbe, la droite. Alors maintenant, vous voyez qu'elle est un peu, c'est une ligne brisée, mais on a effectivement remis de la pente dans quelque chose qui était auparavant complètement horizontal. Cette idée des RSA socles, c'est-à-dire finalement, alors c'est dans le jargon de l'administration, il y a le RSA socle qui correspond à ce que touchent les gens qui ont strictement zéro revenu d'activité. On a les gens qui sont en RSA socle plus activité, qui sont les gens qui ont un revenu d'activité qui est inférieur à 450 €. Et puis on a les gens qui sont en RSA activité seul, qui sont les gens qui ont un revenu d'activité supérieur à 450 € et qui donc bénéficient du RSA chapeau. Et évidemment, le dispositif, les transferts dépendent de la composition du foyer. Ça n'est pas la même chose pour un célibataire que pour un couple avec un enfant, 2 enfants, un parent célibataire, etc., etc. Donc j'insiste pas sur ces aspects-là des choses. Il est évident que la composition familiale joue un rôle très très important. J'ai parlé tout à l'heure de la prime pour l'emploi. Ici, j'ai essayé de symboliser la combinaison RSA prime pour l'emploi. Alors, en fait, le RSA, comme le RMI, peut se cumuler avec la prime pour l'emploi. Enfin, se cumuler, pardon. On a en même temps deux dispositifs. On a le dispositif du RSA, le dispositif de la prime pour l'emploi. Au temps du RMI, on cumulait le RMI et la prime pour l'emploi pour les gens qui avaient une activité à temps partiel. Là, il y a une substitution entre les deux. Et donc, tant que le RSA est supérieur à la prime pour l'emploi, on paye, le transfert est effectué uniquement à travers le RSA, et au moment où la prime pour l'emploi devient supérieure au RSA, la totalité est faite à travers la prime pour l'emploi. Donc vous voyez que vous avez la courbe, la droite avec une pente rouge qui correspond au RSA, et puis tout en haut là-bas, vous avez en pointillé l'ajout que réalise la prime pour l'emploi. Je dois dire qu'on a à l'heure actuelle en France une situation qui est un peu bizarre, dans la mesure où on a deux types de transferts qui ont exactement le même objectif, qui est de donner de l'incitation à l'emploi. L'un est géré par les caisses nationales d'allocation familiale, l'autre est géré par la Direction générale des impôts. L'un est payé tous les mois, l'autre est payé tous les ans sur une déclaration de ressources de l'année précédente. Le premier est payé sur la base d'une déclaration sur les ressources du dernier trimestre. Et bien entendu, les bénéficiaires sont complètement perdus dans cette histoire-là. Ils ne comprennent absolument pas la façon dont ces choses fonctionnent. Donc il est évident que, d'une façon ou d'une autre, à terme, on sera obligé d'unifier les deux systèmes. De mon point de vue, il est probable que ce sera le RSA et l'impôt négatif correspondant au RSA qui va jouer. Rapidement, les choses ne sont pas toujours simples. Il y avait avec le RMI un certain nombre de droits connexes. Vous ne payiez pas, vous ne payiez pas les transports publics, vous ne payiez pas la redevance télévision, etc. Maintenant, avec le RSA, il suffit d'avoir effectivement un tout petit peu de revenu d'activité pour que ces droits connexes disparaissent. Et donc, on rétablit une incitation à l'emploi en disant travailler plus, certainement permet d'avoir un revenu disponible plus élevé, mais en même temps, il y a ces droits connexes qui peuvent disparaître. Comme ces droits connexes, la plupart du temps, sont gérés de façon locale par les conseils généraux, il y a de nouveau un problème purement administratif d'harmonisation entre les différents dispositifs. Je dis un mot aussi, mais je n'aurai pas le temps d'en parler. Je vais maintenant montrer un certain nombre de tableaux pour terminer. L'accompagnement, qui est une dimension importante. Mais bon, je vais passer ça. L'expérimentation, alors, quelque chose de relativement intéressant, parce que... j'ai combien de temps, Roger? J'ai perdu le temps. Tu as 10 minutes. Ok. Donc, un mot très rapide sur l'expérimentation, qui a été présenté comme quelque chose de tout à fait nouveau dans le cadre français. Et c'était nouveau. Il y a une loi qui est passée effectivement en 2006,
demandant à ce que, de façon assez systématique, les réformes des politiques sociales soient évaluées, et soient évaluées avec des critères scientifiques. Donc, le RSA a été la première réforme qui a donné lieu à une évaluation de ce type-là. Alors, le mieux ou l'idéal quand on fait de l'évaluation, quand on fait de l'expérimentation, c'est ce qu'on appelle la randomisation, c'est-à-dire, ça correspond simplement aux exercices que font les laboratoires pharmaceutiques quand ils essayent de mesurer l'impact d'un médicament. Vous avez deux populations, une population qui reçoit un placebo, une population qui reçoit le médicament. Les deux populations sont tirées complètement au sort. Au bout d'un moment, on compare les deux et on regarde s'il y a une différence pour une certaine pathologie. Là, dans le domaine social, on peut faire exactement la même chose. On peut tirer des gens au sort, leur dire à partir de maintenant, vous allez être soumis au RSA de nouvelle manière plutôt qu'au RMI. Et puis, on regarde quelques mois plus tard ou une année plus tard, si, lorsque ces gens ont été tirés au sort, s'il y a une différence de comportement entre les deux, et en particulier en termes de retour à l'emploi, en termes de pauvreté, est-ce qu'il y a une différence entre les deux populations? Le problème, c'est qu'évidemment, tirer au sort des gens auxquels on va dire vous êtes soumis à un système d'impôt ou à un système de transfert qui n'est pas le même que celui de votre voisin, c'est très compliqué. Donc on le fait de façon géographique. Donc ce qui a été fait, c'est de dire des départements se sont portés volontaires pour expérimenter le RSA. À l'intérieur de ces départements, on a choisi des zones. Et ces zones ont été les zones test, ou ce qu'on appelle les zones de traitement, dans lesquelles on a expérimenté le RSA de nouvelle manière. Et puis on a, dans les mêmes départements, défini d'autres zones, de façon à avoir des choses à peu près comparables en termes de type d'emploi, de taux de chômage, de caractéristiques de la population. On a dit ça, c'est les zones témoins. Et dans ces zones témoins, on va garder le système tel qu'il est, et puis on va comparer les deux de façon systématique, les deux ensembles de zones de façon systématique. Alors, le problème de tout ça, c'est que le côté aléatoire, le côté randomisation a pratiquement complètement disparu. Quand les conseillers généraux ont dit ah ben très bien, nous on est prêts à faire l'expérience. D'ailleurs, ce serait très bien de faire l'expérience dans cette localité-là parce que l'équipe qui dirige la municipalité est vraiment très très efficace. Il est évident qu'on est à milieu de la randomisation. Donc l'expérience qui a été faite n'est pas complètement faite selon les canons de la discipline de la randomisation. Et donc on avait là déjà une grande restriction. L'autre chose qui est un petit peu gênante, c'est que la seule chose qui a été expérimentée, c'est le RSA socle. C'est-à-dire la substitution du RMI vers le RSA, mais pas du tout la partie RSA activité, le RSA chapeau dont je parlais tout à l'heure. Et la difficulté, c'est que si la seule différence, ou la grande différence qu'il y a entre le RMI antérieur et le RSA socle, c'est le fait que l'intéressement peut continuer indéfiniment alors qu'il était limité avec le RMI. Si la différence est simplement qu'au lieu de prélever 50% de revenus d'activité, on ne prélève plus que 40% ou 38% de revenus d'activité au moment où on fait le cumul, on voit bien que les différences ne sont pas énormes. Et ces différences, si différences il y a, il faudrait les voir au moment où les gens arrivent vers les 12 mois, au moment où les gens arrivent à la fin de l'intéressement. C'est là que ce serait vraiment intéressant. Mais là, on se retrouve avec des difficultés, nouvelles difficultés, qui est que, d'une part, dans les fichiers administratifs et les caisses d'allocation familiale, lorsque les gens arrivent à la fin de l'intéressement et ne reviennent pas immédiatement au RMI, ils disparaissent des statistiques. On ne les voit plus. Donc on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils continuent à avoir un emploi? Est-ce qu'éventuellement ils ne toucheraient pas le chômage et seraient dans une caisse d'allocation chômage et on ne les verrait pas parce qu'ils ne relèvent pas de la caisse d'allocation familiale? On ne sait absolument pas. Et en même temps, l'expérience RSA ou l'expérimentation RSA a été conduite pendant
un nombre de mois relativement limité, de telle sorte qu'on avait relativement peu de gens qui arrivaient aux 12 mois ou aux 15 mois qui étaient fatidiques. Donc finalement, attendre beaucoup de cette expérimentation était probablement illusoire. La grande différence probablement était dans le fait que, comme je l'ai dit, l'accompagnement au retour à l'emploi s'est beaucoup amélioré. Bon, on a essayé de l'améliorer avec le RSA, mais encore une fois, on ne sait pas très bien ce qu'on mesure là. Si on mesure des taux de retour à l'emploi qui sont différents dans les zones test et dans les zones témoins, on ne sait pas si c'est dû à la contrainte budgétaire qui a légèrement changé ou si c'est dû à un accompagnement qui s'est beaucoup amélioré. Voici, tiré du rapport qu'on a remis à la fin de ces expérimentations, donc fin 2008. Voilà les résultats qui en est aboutis. Les zones test sont la ligne en trait plein. Les zones témoins sont les lignes, la ligne en pointillé. Et ce que vous avez là, vous avez le taux d'entrée en emploi en venant du RMI pour les lignes en pointillé, du RSA socle pour la ligne en trait plein. On ne peut pas dire qu'il y ait une différence vraiment considérable entre les deux. Statistiquement, on ne peut pas dire avec 5 chances sur 100 seulement de se tromper que l'une est supérieure à l'autre. Si on accepte de se tromper un peu plus souvent, on peut peut-être dire que oui, il y a un petit effet du côté des zones test par rapport aux zones témoins, mais c'est quelque chose qui n'est pas très net. Donc, cette expérimentation était une expérience, je crois, intéressante. J'espère que l'idée ou la philosophie d'expérimentation continuera dans notre système, mais dans le cas du RSA, elle n'a pas conduit à grand-chose, surtout parce que la partie la plus innovante du RSA, qui est le RSA chapeau, ne faisait absolument pas partie de cette expérimentation. Et pourquoi est-ce qu'elle n'en faisait pas partie? Pour une raison très simple, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher de donner ce complément de revenus aux gens qui étaient en dessous des seuils qui ont été décidés. Donc, mise en place du RSA généralisé, je vais simplement vous donner quelques tableaux généraux pour terminer. Donc, je l'ai dit ici, les effets attendus faibles sur la reprise d'emploi, diminution de la pauvreté chez les travailleurs pauvres, certainement, et puis, point d'interrogation, réduction des temps de travail chez les actifs, c'est la flèche verte que j'avais montrée tout à l'heure, qui nous faisait dire qu'éventuellement, il y aurait du passage de temps complet à temps partiel. Alors, ce tableau-là, simplement pour dire, j'ai parlé tout à l'heure d'une évaluation ex ante. Donc, ex ante, quelle était la population qui semblait concernée par ce RSA activité? Donc, des gens qui étaient avec un certain niveau d'activité, qui allaient bénéficier du transfert correspondant au RSA, correspondant à cet impôt négatif. La simulation qui est faite ici est faite sans aucune modification des comportements de participation ou d'offre de travail. Donc c'est une simulation complètement arithmétique dans laquelle on suppose que les gens ne réagissent pas. Dans la réalité, probablement qu'ils réagissent, on ne sait pas encore très bien comment. Le point important, c'est ce sur quoi je vais insister, c'est que quand vous regardez le nombre de ménages qui bénéficient, qui gagnent à cette réforme du RSA, et donc à ce transfert supplémentaire, on a 1,7 million de foyers qui bénéficient de ce transfert supplémentaire. En moyenne, il devrait gagner 109 euros par mois, mais c'est une moyenne. Dans ces 109 euros, vous avez des ménages qui vont toucher 10 euros, et puis vous avez des ménages qui vont toucher 200, 250 ou 300. Donc cette distribution, cette dispersion est quelque chose d'important. La raison pour laquelle j'ai insisté sur ce chiffre-là, c'est que vous avez ici l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA depuis sa mise en œuvre, donc au 1er juillet 2009, ou en juin 2009. Donc en juin 2009, en bleu, vous avez le RSA socle, ou exactement socle seul, c'est-à-dire vraiment strictement l'équivalent du RMI pour des gens qui sont sans emploi. En violet, vous avez le socle plus activité, ce sont les gens dont le revenu d'activité est inférieur à 450 euros et dont, dans le système antérieur du RMI, on les aurait ramenés au niveau de 450 euros. Et puis finalement, on a le RSA chapeau, donc qui est vraiment le RSA activité, qui est la partie jaune de ces
barres, de ces colonnes qu'on a ici. Alors, ce qu'on constate, c'est que très rapidement, immédiatement pratiquement, le RMI s'est transformé en RSA, c'était très facile à faire. On avait un peu plus d'1 million de RMistes. On a, dès juin 2009, 1 million et quelques de RSA SOC. Pas de problème. Ça augmente après très légèrement, et ça reflète simplement, probablement, l'évolution de l'état du marché du travail. Socle plus activité, on retrouve un peu les chiffres dont parlait Stéphane Gauthier tout à l'heure. Ce sont les gens qui cumulent un petit peu d'activité avec l'équivalent de l'ancien RMI. Et on a des choses qui sont assez similaires. Si vous prenez février, oui, les deux dernières dates sont évidemment pas janvier 2010 et février 2010, mais évidemment janvier 2011 et février 2011. Il y a eu un petit problème dans le logiciel. Mais si vous regardez la surface violette par rapport au total, la surface violette et la surface bleue, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de 20%. Donc on a exactement les chiffres qui étaient indiqués tout à l'heure et qui remontaient à beaucoup plus loin dans le temps. Mais ce qui est vraiment très frappant, c'est le haut. C'est que vous voyez que le nombre de foyers, au départ, 287 000 foyers, on s'attend à ce qu'il y ait une montée en puissance. Et on a vu que la simulation nous disait qu'il y a 1,7 million de foyers qui devraient être bénéficiaires. Au jour d'aujourd'hui, en février 2011, ça a un tout petit peu augmenté depuis, mais pas beaucoup. Il y a en fait en stock de gens qui reçoivent ce RSA activité uniquement 450 000. Donc il y a un problème majeur de non-recours. Il y a certainement des gens qui ont le droit au RSA activité et qui ne le touchent pas. Ou bien il y a d'autres phénomènes. Un autre phénomène qui est important, qui est de nouveau un point qui a été, auquel Stéphane Gauthier a fait allusion, c'est la variabilité au cours du temps. Et si vous avez en bleu, pour les trois groupes, RSA socle seul, socle plus activité et activité seule, vous avez en bleu le stock de gens recevant ces transferts fin décembre 2010, et en rose, vous avez le nombre de gens qui ont touché ces transferts à un moment ou à un autre durant l'année 2010. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une grande variabilité. Si vous prenez le RSA socle seul, on a les entrées-sorties du RSA socle seul, 1,2 million de gens qui y sont en décembre 2010, mais dans l'année, il y a 1,7 million de personnes qui ont été dans cette situation-là. Et si vous prenez le RSA activité, en un point du temps, aujourd'hui, on a effectivement 450 000, mais durant l'année 2010, on a eu presque 1 million de foyers qui sont passés par le RSA activité. Donc, première chose, c'est la variabilité des revenus, comme tous ces transferts sont basés sur des déclarations trimestrielles, variabilité trimestrielle des revenus, qui explique que le stock en un point du temps ne correspond pas nécessairement à l'ensemble des bénéficiaires durant une année. Et les simulations que j'ai montrées, c'était évidemment sur une base annuelle. Et puis, j'ai presque fini. Ici, on a l'effet sur la pauvreté. Alors, évidemment, à partir du moment où on fait des transferts à des gens qui ont des revenus d'activité qui sont en dessous d'un certain seuil, on peut imaginer que la pauvreté va diminuer, que en tout cas le revenu disponible de ces gens va augmenter. Et c'est effectivement ce qu'on trouve ici. Il y a différentes définitions qui sont faites là entre les allocataires fragiles et les allocataires pauvres, ni fragiles, peu importe. Quand on prend les allocataires pauvres, la dernière colonne, on se rend compte que le RSA activité correspond à une augmentation du revenu disponible par unité de consommation. Donc, grosso modo, par nombre de membres, par tête dans la famille, qui va d'un peu plus de 600 € sans le RSA activité à un peu moins de 800 € avec le RSA activité. Donc, il est évident que l'intensité de la pauvreté diminue avec ça et le nombre de pauvres diminue. Bon, je crois que j'avais un certain nombre de conclusions à donner. Je vais m'arrêter là et laisser la place à mes successeurs. Merci beaucoup.